Je vais céder la parole tout de suite à Nathalie Gandon, qui est déléguée informatique et liberté oui, à l'INRA de Toulouse, et c'est comme ça qu'elle a été un peu identifiée sur ces sujets, parce qu'elle est en effet co-auteure d'un guide pratique à destination des chercheurs qui s'intitule « Ouverture des données de la recherche, guide d'analyse du cadre juridique en France » et dont la version numéro 2 est parue récemment en 2018. Et il faut savoir que ce guide est soutenu par le comité justement pour la science ouverte. Donc c'est à ce titre-là en particulier qu'elle a accepté, et je l'en remercie, d'intervenir aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors justement, je vais vous présenter le travail issu d'un groupe interorganisme avec différents juristes qu'on a mené pour essayer de comprendre un petit peu l'impact open data et résultats de la recherche. Et le diaporama que je vais vous présenter a été réalisé avec ma collègue Nathalie Morcrette, qui a co-animé avec moi ce groupe. Juste une petite précision, nous voulions que le guide soit à destination des chercheurs. Ça s'est révélé impossible, soyons honnêtes, parce que trop complexe en fait. Donc c'est plutôt à destination des personnels d'appui avec des connaissances scientifiques et techniques, juridiques, ça va prémâcher un petit peu la compréhension de la loi pour aider ces personnes-là à aider eux-mêmes les chercheurs. Voilà, aller direct sur le chercheur, c'est franchement, on va le voir, c'est quand même un peu compliqué parce que on manipule beaucoup de notions différentes dans ces réglementations, parce qu'il n'y a pas une réglementation. Alors je vais vous faire, voilà, petite image présentée notamment chez nous par notre responsable information scientifique et technique. Voilà, les datas sont à moi, en haut de sa tour. Donc scène du passé ou pas, l'avenir nous le dira. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'on est sur Mac. Donc vous ne voyez pas mon plan qui ne s'affiche pas. Voilà, mon sauvegarde ne s'affiche pas. Bon, ben vous ne l'aurez pas. Voilà, c'est ça. J'aurais dû faire un PDF. En 4 parties, qu'est-ce que l'open data? Je vais vous représenter fondamentalement ce que dit la loi. On propose, donc là je passe sur la partie 2, c'est plutôt une checklist à destination des chercheurs. Ce support, justement, normalement on le présente plutôt aux scientifiques, donc on leur a proposé un petit peu de checklist. Est-ce que ce qu'ils produisent vont être impactés par la réglementation, et si oui, vérifier qu'ils ne sont pas dans le champ des exceptions que je présente aussi dans la troisième partie. Et la quatrième partie, qui sera un petit peu, moi, toutes les problématiques, les questions que cette réglementation peut amener au sein des établissements. Donc voilà, 4 parties. Je parle beaucoup, je vais essayer d'aller vite. Je pense que je passerai sur certaines parties pour qu'on ait un petit peu le temps de la discussion. Donc les fondamentaux sur l'open data, transparence de l'État et de l'action publique, participation aussi du citoyen et compréhension des décisions publiques par la publication de l'information. L'idée, c'était aussi de développer les innovations, de créer des emplois et de ne pas laisser tout un tas de données inutilisées par le secteur public, alors que le secteur privé peut aussi, lui, s'en emparer et générer donc de l'économie, des emplois. Les principes, c'est l'accès libre et gratuit. Réutilisation par tous et sans restriction, normalement, ni technique, ni juridique, ni financière. Et en science, on va avoir le fameux principe FAIR dont on a déjà parlé, le principe FAIR qui n'est pas inscrit dans la loi, on est bien d'accord. Alors, au départ, on a quand même un texte principal au niveau de l'Europe, la fameuse directive dite PSI, Public Sector Information, qui date de 2003, qui en 2003 ne nous impactait pas, qui a été révisée en 2013, et qui dans l'absolu n'aurait pas dû, quand je dis nous, c'est enseignement supérieur et la recherche, et qui dans l'absolu en 2013 n'aurait pas dû nous impacter non plus. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, cette directive, elle n'inclut pas dans son champ d'application l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà. Sauf qu'une directive, ça se transpose dans le droit national, et que dans la transposition de la directive, l'État français a choisi de mettre l'enseignement supérieur et la recherche dans le champ d'application. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a
pas que cette directive, hein, mais il y a aussi, alors au niveau européen, il y a d'autres directives sur des sujets particuliers, la directive sur l'eau par exemple, hein, qui va vous obliger à publier certaines données. Il y a aussi des dispositions spécifiques pour l'accès aux données dites d'enquête statistique à des fins scientifiques. Donc voilà, en fait, on va principalement parler de la directive PSI parce que c'est elle qui a été transposée, si vous voulez, dans la loi Walter et la loi Le Maire dont je vais parler après. Mais en fait, il y a tout un environnement juridique qui, un petit bout, par exemple pour le transport, il y a les données de transport qui doivent être mises aussi en accès libre et pour autant, ce n'est pas dans la directive PSI, c'est dans une autre directive. Donc en fait, il y a un foisonnement de textes réglementaires où à un moment donné ou à un autre, vous allez avoir un petit paragraphe qui va dire « Ah, les données donc, de ce texte doivent être mises en accès libre ». Donc, c'est pas simple. Donc, au niveau français, on avait quand même, depuis longtemps, depuis 1978, la loi dite CADA, pour Commission d'accès aux documents administratifs, et qui mettait déjà à disposition, c'est-à-dire le citoyen pouvait tout à fait faire une demande de communication d'un document administratif. On verra après la définition de document administratif. Et ça existe depuis 1978, mais en fait, on partait d'une demande. Je fais une demande pour accéder à, et l'administration me transmet ou pas cette information. En 2015, la loi Walter vient transposer cette fameuse directive PSI. Et les deux modifications, c'est que voilà, elle nous met dans le champ d'application, mais surtout, elle instaure la gratuité pour la réutilisation de nos documents administratifs. Et en octobre 2016, la loi pour une république numérique, dite loi Le Maire aussi, alors elle vient conforter, et j'ai envie de dire, si je puis m'exprimer ainsi, que l'enseignement supérieur et la recherche attendaient beaucoup cette loi sur le volet économie du savoir, puisque c'est là où il y a eu beaucoup de lobby pour l'accès libre aux publications, notamment. Et personne n'a vu venir le volet ouverture des données publiques, où on était en plein dans le champ d'application, et notamment avec les projets inscrits dans la loi de décret sur les licences d'utilisation, qui sont, si on les applique, pas sans poser de problème, puisque toutes les licences dont on a parlé aujourd'hui, il n'y en a aucune qui est dans le décret d'application pour la réutilisation des informations publiques. Et donc, ce qu'elle instaure aussi, cette loi pour une république numérique, contrairement à la fameuse loi CADA, c'est qu'on passe d'une logique de demande. Je demande à ce qu'un document administratif soit publié, à une logique de, avant qu'on me le demande, je vais le diffuser, et de toute façon, si on me le demande, à la première demande, je vais l'ouvrir à tout le monde. Et on n'aura pas besoin de revenir le demander, il sera accessible. Alors, le postulat, les mots qu'il faut retenir, document administratif, en fait, ça va être tout ce qu'on produit. Voilà, tout ce qu'une administration produit, quelle que soit la date, le lieu de conservation, la forme, le support, c'est les documents produits ou reçus dans le cadre de la mission de service public par l'État, les collectivités territoriales. Alors à l'INRA, beaucoup, oui, nous sommes une administration, j'ai le regret de l'annoncer à mes chercheurs, j'ai le regret de leur dire aussi qu'ils publient, qu'ils font du document administratif. Alors le administratif, pour eux, c'est gestion de la recherche, hein, vous voyez, alors savoir que ce qu'ils font peut être qualifié de document administratif, ça peut mettre des boutons à certains. Bon, mais oui, mais c'est comme ça, voilà, c'est le terme utilisé. Et ce qu'il faut ne pas oublier, c'est aussi une des difficultés, c'est que des personnes de droit privé chargées d'une mission ou d'une délégation de service public sont soumis à cette réglementation. Alors ensuite, il y a une définition non exhaustive, grâce aux petits notamment, de ce que peut être un document administratif. Et la modification qui a été apportée par la loi République numérique, c'est l'introduction dans cette petite liste à la Prévert du mot code source. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Les logiciels produits par une administration, produits par un fonctionnaire, sont de fait un document administratif qui donc pourra être communicable sous certaines réserves. Bon, alors on va voir dans l'open data, vous allez avoir donc tout ce qui va être généré par le public, mais aussi ce qui peut être généré par le privé, sous réserve que c'est privé et une mission de service public. Et nous allons pouvoir aussi détenir des données, mais qu'on ne pourra pas diffuser parce que on aura un lien avec le privé. Donc on voit qu'il y a quand même des notions qui, dans certaines situations, et notamment pour nos gestionnaires de bases de données, deviennent rapidement inextricables. Pourquoi ? Parce que les bases de données qu'on expertise, elles ont moultes années de vie derrière elles, et que c'est question de savoir qui était le producteur de la donnée, comment il l'a versé dans ma base, est-ce qu'il m'a donné des indications sur la réutilisation ou pas de ces informations, sont en règle générale inexistantes. Et donc, à la main, il faut se repalucher
tous les producteurs qui sont leur statut, mission service public, pas service public, la nature des données, enfin bon, voilà. Donc si on veut le faire en tout cas dans les règles de l'art, ça peut prendre beaucoup de temps. Après, il y a d'autres solutions. Dans la loi, on trouvera deux notions fondamentales sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, alors que bon, d'un point de vue purement théorie juridique, c'est fondamental, mais on y a un principe d'accès qui peut être indépendant du principe de réutilisation. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à des données sans pouvoir les réutiliser. Néanmoins, à partir du moment où on parle de l'open data et où on parle des données de la recherche, voilà, l'open data, c'est qu'elles sont accessibles et réutilisables. Sinon, on ne parle pas d'open data. Donc, je vais pas différencier dans mon discours l'accessibilité et la réutilisation. Voilà. Mais sachez qu'on peut avoir certaines données qu'on a le droit de regarder, on n'a juste pas le droit de rien en faire derrière. Mais vous avez le droit d'y avoir accès. Les notions d'universalité et de gratuité. Donc, oui, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que maintenant, ces lois, CADA, Walter, Le Maire, sont codifiées. C'est-à-dire il existe un code qui s'appelle le CRPA, Code des relations entre le public et l'administration, qui nous fait, qui fait foi pour nous. Donc nous, recherche, on est soumis à ce fameux CRPA, même si ça peut paraître bizarre. Et donc, les informations publiques figurant dans les documents communiqués ou publiés par les administrations peuvent être utilisées par toute personne. Toute personne. Personne morale, personne physique. Française, étrangère, européenne, chinoise, américaine, toute personne qui le demande a accès à l'information. Ça a pu, dans certaines situations, poser problème. Donc, il n'y a pas de restriction sur l'identité du réutilisateur. Et normalement, il n'y a pas de restriction sur l'usage. C'est le principe. C'est-à-dire qu'on peut faire l'usage est complètement libre, et notamment, évidemment, puisque c'est quand même le but aussi de la réglementation, l'usage à des fins commerciales. Les formats de diffusion devraient être ouverts et librement utilisables. L'exemple qu'on donne souvent, c'est que si vous mettez votre rapport d'activité d'établissement sous un format PDF, par contre, si vous le mettez sous le format LibreOffice, là, on peut reprendre le texte. Si vous mettez ensuite les données sous le format d'un tableur LibreOffice aussi, on peut reprendre par exemple toutes les données de financement et les agencer différemment pour faire un camembert ou un graphique qui va faire dire autre chose que ce que vous, établissement, vous avez envie de faire dire sur la gestion de vos finances, par exemple. Donc ça, c'est ça le principe d'ouverture et de standard. Là, on parle du format qui doit être normalement librement réutilisable. Alors, on verra qu'en science, sur certains types de données, avec certains types de logiciels, il n'y a pas le pendant. Enfin, il peut y avoir des logiciels propriétaires inévitables et vous ne pouvez pas fournir de jeux de données réutilisables sans avoir le dit logiciel. Donc, il faut acheter le logiciel pour pouvoir lire la donnée. La réutilisation est gratuite, donc nous à l'INRA, il existe une exception, notamment si l'établissement, alors ça a été fait pour les SPIC, les services publics à vocation économique, industrielle et commerciale. C'est-à-dire que si votre budget de fonctionnement à un certain pourcentage, il était depuis le début couvert par des redevances, si subitement on vous coupe la redevance, alors là vous n'existez plus. Donc il y a quand même eu un décret pour protéger certains SPIC, l'INRA n'en fait pas partie. Nous, on n'est pas du tout dans les canons du décret. Donc ça, je l'ai déjà dit, logique de diffusion volontaire avec la mise en place d'un répertoire des informations publiques. Alors, titre d'exemple, à l'INRA, c'est ProdINRA, mais en fait, c'est pas bon, parce que ProdINRA, on référence principalement nos productions scientifiques. Or, on parle beaucoup de données de la recherche, mais nos gestionnaires sont les premiers impactés. Donc, toutes les données de gestion agrégées sur nos établissements, nos financements, notre masse salariale, ce genre de choses, devraient être aussi diffusées librement. Et la diffusion donc spontanée, c'est des informations disponibles sous format électronique. Ça, c'est important quand même. On ne nous oblige pas à numériser pour mettre à disposition. Donc, c'est les documents qui sont déjà sous format électronique, les bases de données produites par l'administration et leur mise à jour, et, alors c'est là où le bas blesse, les données mises à jour de façon régulière dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Alors j'ai envie de dire à l'INRA, toutes nos données présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Donc là, à part ensuite jouer sur la liste des exceptions qu'on verra après, sinon on ouvre tout, on se pose même plus de questions, et puis terminé, c'est plus la peine d'avoir de juriste. Donc le choix de la licence d'utilisation quand vous portez, donc c'est là où on pourra discuter. Donc si vous diffusez votre information publique à titre gratuit, vous avez un décret, le décret du 27 avril 2017, qui vous dit que pour vos documents et données, vous avez le choix entre l'Open Data By License. Pour faire court, c'est un pendant de la Creative Commons by SA, Sharealike.
Et la licence ouverte Etalab, qui pour faire court aussi, est la fameuse Creative Commons by. Et que pour les logiciels, vous avez deux grandes catégories permissives, avec, voilà, elles sont listées celles que vous pouvez, et les licences dites copyleft ou avec obligation de réciprocité listées aussi, avec bien évidemment comme hypothèse de départ que vous n'êtes pas vous-même impacté par un autre travail qui viendrait vous contraindre à mettre une autre licence. D'accord? Donc ça, c'est sous réserve que vous ayez produit vous-même le travail et que vous avez le choix de la licence. En logiciel, en règle générale, n'est-ce pas Pascal, on n'a pas le choix de la licence parce qu'on a une bonne petite librairie qui va bien et qui nous a dit « Ah, ben mon coco, si tu m'utilises la licence de ton produit final, ce sera ça, et donc bah, c'est ça. » Et si cette licence n'est pas dans le décret, bah, c'est pas grave puisqu'on est tenu au droit des tiers. On a mis un composant qui ne nous appartenait pas, donc voilà. Alors on verra quand même, enfin je sais pas, les Creative Commons sont les grandes absentes du décret. Hein. Voilà, donc on pourra en discuter tout à l'heure. Alors application aux résultats de recherche, c'est peut-être là que je vais passer un petit peu vite si j'y arrive. C'est ce qu'on a essayé de, Nathalie Morcrette a essayé de présenter pour justement faire en sorte que ce soit un peu plus lisible pour les chercheurs parce qu'il y a quand même voilà, deux points à voir. C'est déjà, est-ce que le résultat produit, il est qualifiable quelque part de document administratif et donc est-ce qu'il va tomber sous le coup de la loi. Donc déjà, ce qu'on porte par exemple sur le matériel biologique, il n'y a rien d'écrit. Hein. On est dans l'interprétation. Mais bon, le matériel biologique, a priori, va être exclu, ainsi que tout ce qui est mobilier, le prototype, mais les rapports papier vont être inclus. Bon, les logiciels code source sont expressément inclus dans la définition du document administratif. Les documents numériques ou non, ils sont un document administratif. Et par rapport à alors c'est très important pour nos chercheurs, la nature de la donnée au sens ma donnée brute qui sort du capteur, la donnée que j'ai analysée, ma métadonnée, c'est-à-dire eux, ils vont faire une différence en fonction de déjà la valeur ajoutée, enfin l'apport intellectuel éventuellement qu'ils ont pu apporter à la donnée à prendre en compte ici en tant que représentation de l'information finalement, qui permet la production de la connaissance scientifique. La loi ne distingue rien. Hein. La donnée, c'est la donnée, élaborée, pas élaborée, brute qui sort du capteur, même traitement. Ce qui est important, c'est que le document, pour être communicable, il doit être achevé. Alors là, on voit bien ce que c'est qu'un document achevé quand vous faites par exemple un compte-rendu de réunion. Ça a tourné d'abord éventuellement entre les participants. À un moment donné, il y a un compte-rendu final. C'est cette version-là qui sera publiable. C'est beaucoup moins clair quand vous avez un jeu de données. C'est-à-dire, on a sorti de la donnée d'un capteur. Est-ce que c'est achevé ou pas? Donc là, nous, ce qu'on va interpréter, c'est de dire on n'a pas sorti la donnée du capteur pour le plaisir de sortir la donnée du capteur et basta. On a sorti la donnée du capteur à une finalité qui est de produire de la connaissance, et cette production de connaissance, normalement, elle se fait à travers une publication. Donc nous, on a tendance à dire que tant que la publication n'est pas faite, pour ceux qui le souhaitent, le fameux embargo joue quoi. C'est-à-dire qu'on va considérer que le jeu n'est pas achevé puisqu'il n'a pas donné la connaissance et la production. Alors dans certaines disciplines, c'est fondamental, dans d'autres, beaucoup moins. Hein. Alors ça peut être, ça peut être ouvert dès le début de l'acquisition de la donnée. Donc là, la loi ne parle que de documents achevés, donc à nous de voir comment on interprète ça. La condition des auteurs aussi, donc... Sauf information environnementale, les teneurs en... Oui, alors, on verra après, parce que ça fait partie des exceptions, donc je le fais. Effectivement, tout ce qui est données environnementales, on le verra, c'est une exception, ça n'a pas besoin d'être achevé pour être communicable. C'est dans la slide suivante, tout à fait. Oui, ce serait trop simple sinon. Hein. Tiroir. Il faut bien que les juristes aient du boulot quand même. Donc, la condition d'auteur, en fait, hein, savoir qui produit la connaissance et est-ce que ce qu'il va produire va avoir la qualification de document administratif. Et donc là, on va tomber bling dans le cas particulier qui peut nous occuper beaucoup, c'est qu'une publication scientifique pourrait tout à fait n'a pas forcément la qualification de document administratif. Donc, puisqu'elle appartient à son auteur, elle appartient au chercheur en tant que personne physique, c'est lui qui cède les droits. Un chercheur qui ne voudrait pas adhérer au mouvement de l'open n'a aucune obligation, son établissement ne peut pas l'obliger à publier en open science. Alors là, on est un peu après dans le cercle vicieux, hein, parce que ce mouvement, il vient quand même bien de la science aussi et des chercheurs. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais enfin bon, globalement, pour moi, c'est un non-problème, puisque justement, le but, c'est l'accès
libre à la publication. Donc, bon, je ne dis pas que ça peut arriver dans certaines disciplines, mais effectivement, ce qui va être produit... Alors là, on a mis chercheur, enseignant, chercheur, c'est un raccourci sémantique. La loi ne parle pas de chercheur ou d'enseignant-chercheur, elle parle d'agents publics qui ne sont pas soumis à autorité pour publier. Donc, quid des ingénieurs? Bon, alors là, on ne va pas entamer le débat, s'il vous plaît, parce que sinon, on y passe la semaine, je pense. Et les doctorants, il faut faire attention aux doctorants. Vous pouvez avoir, dans certains cas, comme les thèses CIFRE, des particularités qui font que ce que va produire le doctorant ne sera pas considéré comme un document administratif. Les conditions de production de résultats, bon, on va voir qu'en fait, je passe vite, est-ce que vous êtes dans une unité de recherche, une unité mixte avec un autre établissement public? Là, en fait, ce qui va vraiment compter, c'est le statut et si de votre partenaire, et si votre partenaire est dans le cadre de sa mission de service public ou pas. On peut avoir, nous, des petits soucis. On a là le CIRAD, là, par exemple. Quand il est dans sa mission industrielle et commerciale, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas soumis à la réglementation. Donc, une fois qu'on a checké tout ça, qu'on sait à peu près qui c'est qui l'a produit, dans quelles conditions, il y a quand même, dans la réglementation, de nombreuses exceptions à la mise en open data. Et c'est là où le bas blesse, en règle générale. Parce que dans toutes les politiques d'établissement d'open data, l'hypothèse de départ, c'est on a passé ce verrou. On sait qu'on n'est pas dans une exception. Et donc, on sait qu'on peut mettre en open data. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça, parce que la pratique me fait dire que le verrou juridique, c'est-à-dire l'analyse de on est dans une exception ou pas, ce n'est pas si trivial. Et dans un certain nombre de cas, quand même, c'est assez compliqué. Alors, déjà, il y a l'interdiction totale de diffusion. Donc là, c'est facile, c'est pareil, on n'a pas trop à se poser de questions. On est dedans, on ne diffuse pas, on n'est pas dedans. Bon, c'est tous les documents qui vont pouvoir être réalisés en exécution d'un contrat de prestation de service. Alors, la prestation de service, il y en a quand même pas mal dans les établissements. À un moment donné, ça s'était un peu tari chez nous, et puis ça revient un peu en force, la prestation de service. Faudra déterminer si la fameuse personne déterminée est une personne de droit public, pas privé, voilà. Et puis, tout ce qui porterait atteinte au secret de la défense nationale, sûreté de l'État, sécurité publique, sécurité des personnes. Nouveau, sécurité des systèmes d'information. Voilà, c'est-à-dire qu'on va peut-être éviter d'aller publier des rapports de failles informatiques sur tous nos systèmes. On va peut-être éviter d'aller publier la cartographie de notre système d'information, où est-ce que sont stockées toutes nos données, où est-ce que, voilà, en fonction de la sensibilité des données, et un certain nombre de secrets qui vont être protégés par la loi, que je ne vais pas détailler ici, et qui vont donc faire en sorte qu'on tombe dans cette exception. À l'INRA, on voit le mot agronomie, on touche à tout. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs qui vont produire des données qui peuvent nuire au secret de la défense nationale, qui peuvent nuire à la sûreté de l'État, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on a un terme agronomie-environnement, on va produire forcément des données qui sont librement diffusables. Ensuite, on va avoir des exceptions où, en fait, il va falloir faire attention. On n'est pas dans l'interdiction totale de diffuser, c'est du oui mais. Oui, mais il faut prendre quelques garanties. Alors ça, évidemment, on pourra toujours... C'est le principe de l'accès, c'est-à-dire les personnes concernées par l'information, eux, quoi qu'il arrive, ils y auront accès, pourront les réutiliser, mais les autres, alors les autres, ça va dépendre de ce qu'on pourra leur communiquer ou pas, ce qui aura été décidé. Donc tout ce qui concerne le secret industriel et commercial, et notamment celui qu'on produit nous, le lien pour les établissements de recherche avec tout ce qui concerne le potentiel scientifique de la nation, à quel moment on peut ou pas diffuser ce type d'informations, et notamment est-ce qu'on va les protéger avant ou pas, et les protéger par un titre de propriété industrielle par exemple. Les données personnelles, alors voilà, on en a beaucoup parlé, les données personnelles ne sont communicables que sous deux régimes. Un, il y a un texte réglementaire qui vous autorise à les communiquer. La liste des personnels d'un établissement public, le fait que Nathalie Gandon appartienne à l'INRA, c'est une information publique. Moi, je ne peux pas m'opposer à ce qu'on dise que voilà, mon nom, Nathalie Gandon INRA, voilà, ça c'est librement diffusable et communicable. Mais par contre, d'autres informations qui me concernent sur ce que je fais à l'INRA potentiellement ou ma carrière à l'INRA ne sont pas librement diffusables et ne peuvent pas être mis en open data. Donc, il faut qu'il y ait un texte qui puisse autoriser. Et donc, dans la loi pour une république numérique, mais à ma connaissance, le décret n'est pas sorti, elle prévoyait justement un décret d'application qui venait citer certains types de données personnelles qui pouvaient être librement mises à disposition du public. Les données de santé, bon, ça va de soi. Oui, alors attendez, juste je reprends mon fil, pardon. Donc, soit c'est librement communicable parce qu'il y a un texte réglementaire qui l'y autorise, c'est quand même assez du coup, il faut le trouver, ce texte. Soit j'ai donné mon accord. J'ai dit, oui, je veux bien que tu diffuses cette information
sur ma personne. Et donc là, avec le RGPD maintenant, vous avez intérêt à détenir la preuve matérielle que cette personne, elle vous a bien autorisé à diffuser les informations que vous détenez sur elle. Donc là, ça va rejoindre à ce que, la présentation d'avant, c'est que typiquement, on m'enregistre. Ai-je bien donné mon accord là? Où est la preuve que j'ai donné mon accord à être enregistré? Voilà. Parce qu'en cas de litige, c'est Agnès qui doit prouver que j'ai donné mon accord. Et comme on se l'est donné en catimini, en fait, c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Voilà. Les données issues d'enquêtes statistiques publiques qui peuvent être communicables sous réserve et les données sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Alors, cette notion de propriété intellectuelle, elle est assez complexe. Bon, je vous propose qu'on passe vite parce que ce serait un sujet en soi, si vous voulez, de journée pour discuter de ça. Mais effectivement, il va quand même falloir faire attention à tous les corpus scientifiques qu'on peut avoir, toutes les photos qu'on peut avoir. Il va falloir analyser si oui ou non le droit d'auteur joue ou pas. Nous, on a analysé qu'en recherche, au moins en sciences agro, quand on prend des photos de plantes, et notamment par des robots et tout ça, la notion de droit d'auteur, voilà, on ne la considère pas parce que de toute façon, a priori, il n'y en a pas. Alors, la vraie difficulté, une fois que je vous ai présenté tout ça, c'est qu'il y a des interprétations. En fait, on est tout le temps dans l'interprétation et l'arbitrage. Et moi, j'ai jamais encore trouvé le texte réglementaire unique qui m'a dit « oui, tu peux diffuser » ou « non, tu peux pas ». J'ai toujours un texte qui me dit « oui » et un autre qui me dit « non ». Donc, je suis toujours au milieu du gué. Et en fait, la situation consiste à arbitrer et à dire « bon, y a-t-il plus de risques à dire oui, y a-t-il plus de risques à dire non, y a-t-il un intérêt général à dire oui versus un intérêt privé ?» Et donc, on en revient à les fameuses données environnementales. La communication, elle est obligatoire et depuis beaucoup plus longtemps. On n'a pas attendu la loi pour une république numérique, notamment pour ce qui concerne les données relatives aux émissions de substances dans l'environnement. Et elles n'ont pas besoin d'être achevées pour être communicables. Donc, normalement, dès qu'une administration détient des informations, notamment par exemple sur l'émission de fluides polluants, on devrait, alors je mets beaucoup de guillemets, diffuser. Tout va dépendre aussi de la façon dont on a obtenu, licitement ou pas, cette information. Et on verra que ce n'est pas si simple. Données personnelles, je viens de le dire, je l'ai dit, vous avez un texte réglementaire, les personnes sont d'accord. Alors, où elles ont été anonymisées, mais enfin j'ai envie de dire que si elles sont anonymisées, elles sont plus personnelles. Donc du coup, forcément. Et là, il y a un vrai sujet en soi, c'est que globalement, le chercheur ne sait pas anonymiser les données personnelles. Il ne suffit pas d'enlever le nom et le prénom dans un texte, par exemple, pour ne pas reconnaître la personne. Parce que les dires des gens, et notamment quand vous interviewez des experts, quand vous interviewez, reflètent inévitablement et de façon assez générale la personnalité des gens. Et on peut indirectement, en fonction du corpus que vous avez, quand vous savez, typiquement dans votre métadonnée, vous savez que vous avez interviewé, moi je ne sais pas, les chercheurs d'un campus. Voilà, les chercheurs du campus, la liste elle est définie, elle est connue. Donc si vous vous contentez d'enlever le nom et le prénom et que dans cette enquête la personne elle explique bien ce qu'elle fait et que c'est une niche et qu'elle est la seule à le faire dans la fac, eh bien voilà, c'est plus anonyme. Alors, la vraie vie, c'est qu'on est au croisement de plusieurs textes réglementaires, je l'ai déjà dit, on va être beaucoup dans l'arbitrage entre un intérêt général et un intérêt particulier, et en fait, on va être dans une décision d'opportunité. Et là, la question consiste, et elle n'est pas anecdotique, à trouver ce que moi j'appelle l'autorité de contrôle. C'est-à-dire, qui arbitre? Aline, c'est une DG qui arbitre, c'est un chef de département, c'est un directeur d'unité, c'est un chercheur. Alors déjà tout de suite, non, c'est pas le chercheur qui arbitre. Mais jusqu'où on monte dans les étages pour arbitrer une ouverture quand on est un peu à la frontière de deux textes. Alors je donne un exemple, c'est que toujours sur les émissions de fluides polluants, donc là normalement, sur l'émission d'un fluide polluant, alors déjà votre système d'information géographique, donc en fait vous avez une carte et vous voulez préciser sur cette carte où vous avez éventuellement des fluides polluants. Donc votre système d'information géographique étant un système qui gère de la coordonnée GPS, déjà vous tombez sous le coup du fait que avant le RGPD, ces systèmes d'information géographique devaient être déclarés à la CNIL. Maintenant, il faut que l'organisme qui les a sache qu'ils existent et ait un petit dossier de conformité en disant voilà comment on a géré ce système d'information géographique. Je crois que c'est aux Antilles, là, sur l'histoire du chlordécone. Donc il y a eu une grande enquête et des grandes analyses de sol pour mesurer les taux de pollution dans le sol au chlordécone. Ils ont quand même fait appel à la commission d'accès des documents administratifs pour savoir s'ils pouvaient ou pas publier ces informations. D'accord ? Et la commission, la CADA, donc la fameuse CADA, s'est positionnée positivement sur la diffusion de ces émissions de fluides polluants. Et dans une de ses conclusions, elle extrapole même en disant que si d'autres administrations... Alors, diffusion sans l'accord
des propriétaires terriens des parcelles concernées. Et elle va plus loin dans sa conclusion en disant que toute donnée de ce type, dans cette situation, donc, devrait être portée à connaissance, évidemment, du public. Sur les bases de données, quand on a des tiers privés, on tombe dans l'exception tiers privé, mais en fait, dans la vraie vie, on se rend compte que ça peut vraiment être négocié avec les partenaires, l'open data. Ça, c'est comme le code source. En fait, il suffit de dédramatiser le code source et l'utilisation du code source pour, en tout cas, de leur faire prendre conscience que la plus-value, elle n'est pas forcément alors, elle est dans la donnée, certes, mais elle est surtout dans l'analyse de la donnée. Donc, dans la capacité qu'on va avoir de traiter et de faire dire quelque chose à la donnée. Et que si vous n'avez pas la compétence pour traiter la donnée, bon, bah, la donnée toute seule, vous n'allez pas en faire grand-chose. Hein. Donc, voilà, c'est quand même ça qu'il faut essayer de leur faire prendre conscience. Alors, sur les problématiques, et là, ça n'engage que moi, moi, je peux relever au niveau d'un établissement. Les modifications qu'il y a pu avoir, notamment avec la gratuité et le fait de mettre à disposition librement, notamment les codes sources. Alors, nous, à l'INRA, on n'était pas forcément concernés énormément par l'intéressement logiciel, mais les auteurs de logiciels d'une administration publique pouvaient prétendre, quand il y avait des licences payantes, à un intéressement sur ces licences. Bon, là, si vous n'avez plus de licences payantes, il n'y a plus d'intéressement. Le fait, alors c'est pareil, hein, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres établissements, mais à l'INRA, on a une filiale de valorisation qui notamment avait la charge de proposer ces licences et qui donc se rémunérait sur ce travail de valorisation de notre propriété intellectuelle. Là, vous ne facturez plus un téléchargement. Au mieux, vous allez facturer un service. Vous allez former des gens. Vous allez les accompagner dans la prise en main de votre logiciel. Et nous, ce qu'on constate, c'est que ça va passer directement par l'unité. Et donc, vous allez avoir un impact qui fait que c'est une gestionnaire d'unité qui, en règle générale, est déjà bien saturée, qui va devoir émettre des factures. Donc, il y a un impact sur le côté travail au niveau gestion. L'impact positif, c'est que les sous, ils descendent directement, éventuellement, sur la ligne de l'unité et plus sur la ligne de la filiale de Valo. Bon, alors ça va dépendre effectivement du montant qu'on pouvait avoir. Les fameuses licences d'utilisation, mais quid des Creative Commons? Les grandes oubliées. Et enfin, sur l'accompagnement, on a plusieurs plateformes où il y avait des modèles de téléchargement possiblement payants sur des logiciels notamment, ou de l'accès à de la donnée. Comment on passe d'un modèle de téléchargement d'informations à un modèle dit libre, finalement, où le principe, ça ne va pas être le téléchargement de l'information, ça va plutôt être l'accompagnement et le service autour de la mise à disposition de cette information. Par ailleurs, on a quand même des bases de données, nous, en interne, qui sont considérées comme un vrai savoir-faire. C'est des années et des années d'expertise, et ça peut chatouiller d'ouvrir comme ça, là, boum, allez, hop, tout le monde vient se servir, alors que c'était un peu une espèce de clé d'entrée pour nouer des partenariats, même si on ne faisait pas payer l'accès à la donnée, mais c'était, tu travailles avec nous et tu as accès à nos données. Donc là, non, là, après, du coup, quid de partenariat privilégié. Et enfin, ça a déjà été dit, comment on accompagne les chercheurs, comment on fait, le chercheur, il doit être maintenant un super statisticien, évidemment, anglophone, fluent, et puis maintenant juriste et maîtriser les exceptions, et puis maîtriser les DOI, et puis maîtriser, c'est-à-dire à un moment donné, et puis évidemment être un super gestionnaire administratif, parce que n'oublions pas qu'il doit aller récolter les sous aussi, pour pouvoir payer quelqu'un qui fera donc le travail de recherche à sa place. Voilà. Et donc comment on les accompagne, et surtout, ça ce sera ma dernière phrase et qui n'est pas la moindre, comment on fait en sorte que les politiques d'établissement elles soient cohérentes. Entre un établissement qui est à fond sur vas-y ouvre et un autre qui freine des cas de fer en disant je sais pas, c'est peut-être pas le moment, j'en sais rien, si moi l'open data c'est mon truc. Voilà, et j'en ai fini.